Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable approfondie. Téléphone joint une équipe de 100 pompiers du service de sécurité incendie régional de l'érable parcourant le territoire de Plessisville dans le cadre d'une tournée résidentielle annuelle en sécurité incendie. La vérification des avertisseurs de fumée demeure l'élément majeur de la visite, selon a expliqué en entrevue le chef en prévention incendie, Sébastien Demer. En date du 15 juillet, dans les ports que les pompiers ont visités, ils ont 25% de non-conformité auprès des avertisseurs de fumée, c'est-à-dire un port sur 4, ce qui indique l'importance de continuer à sensibiliser la population. À cette occasion, nous avons eu aussi l'opportunité d'accompagner l'une des visites effectuées par des pompiers et connaître les protocoles qu'ils appliquent au domicile des citoyens. Bienvenue. Monsieur Demer, bonjour et bienvenue à cette émission. Mais bonjour. Bon, vous avez commencé déjà à faire une tournée résidentielle en prévention d'incendie, à débuter déjà, et ça fait quelques jours. Bon, de quoi il s'agit? Quel est l'objectif? Écoutez, l'objectif est assez simple. L'objectif du service d'incendie, c'est d'aller vérifier si un avertisseur de fumée fonctionnel est présent sur chaque étage d'une résidence. C'est vraiment ça l'objectif, autant dans les maisons résidentielles que dans les appartements. Et bon, et comment vous avez développé ces journées, comment vous faites pour être ou pour arriver dans presque toute la totalité des foyers de la région? Ben, écoutez, on est bien conscient qu'il y a des gens qui travaillent de jour et des gens qui travaillent de soir sur différentes plages de temps, mais l'objectif, on va passer dans un premier temps essentiellement de jour. Donc, on va se présenter au domicile, puis on va aller cogner à la porte, on va leur dire un beau bonjour, puis on va leur dire, écoutez, on va venir vérifier la conformité là, au niveau du règlement incendie avec l'avertisseur de fumée. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. On va passer dans un premier temps. Et puis, si toutefois les gens ne sont pas sur place disponibles, on va au moins minimalement laisser un accroche-porte. Donc, il va donner les consignes principales. Que faire pour faire la vérification des avertisseurs de fumée. Et dans un deuxième temps, on va repasser, je vous dirais, environ là, un mois plus tard pour retourner faire une deuxième visite pour essayer de rentrer dans le plus de domiciles possible. Bonjour madame, service de prévention incendie. On vient faire une visite de prévention, vérifier les avertisseurs de fumée. Êtes-vous disponible? Oui, vous pouvez rentrer. Parfait, merci. Moi, c'est Jean-Marc. Je suis avec Steve. Bonjour. Fait que c'est ça, on va faire le tour. On a un petit formulaire, on va vous poser quelques questions, puis on va faire le tour. Fait que on peut commencer. Le propriétaire, c'est bien Christian Grégoire? Oui. Est-ce que vous nous donnez la permission de donner votre courriel pour recevoir des notifications pour les avertisseurs de fumée? Oui. Fait que je dois lire, je consens à collecter et l'utilisation de mes coordonnées pour recevoir des informations relatives à cette inspection et recevoir des alertes en sécurité civile. Parfait. J'accepte. Le courriel? Là, ça... Oui, l'adresse courriel, on la prendra tantôt. Ouais, OK, c'est bon. Dans le fond, on fait ça parce qu'on vérifie la date sur l'avertisseur, puis on envoie une notification pour dire la date est proche d'être expirée pour faire un genre de pense-bête aux gens. Ça les aide. Hein? Oui. Fait que, on peut commencer avec ça, peut-être l'avertisseur de fumée? Ouais. Ouais. C'est pas ça. Au niveau du sous-sol, il doit en avoir un? Oui. On va aller vérifier ça. Je vais vous laisser passer devant. Et est-ce que la tournée va avoir lieu dans toutes les municipalités de la région de la MRC de l'érable? Non, c'est un principe différent qu'on met en place cette année avec le regroupement là, des deux services d'incendie. On a revu les façons de faire et puis ce qu'on a tenté comme objectif, c'est d'optimiser nos façons de travailler. Vraiment dans l'ensemble des portes qu'on a à faire. Donc, on souhaite se diriger vers de vérifier des municipalités par bloc de municipalités. Donc, la cible qu'on a effectuée par année en nombre de portes, c'est 1840-1850 portes par année qu'on a à faire en prévention résidentielle. Et on a souhaité cette année se concentrer principalement sur un secteur de la ville de Plessisville. Et d'année en année, les municipalités seront différentes. OK. Et pourquoi ça a été important de penser à faire une journée ou une tournée de prévention en incendie? Est-ce que les incendies sont en train d'augmenter?
Pas nécessairement. Là, c'est que c'est dans le fond, c'est l'avertisseur de fumée, c'est l'élément de détection, c'est le moyen le plus important dans la maison à domicile pour être capable de prévenir une famille, les gens en cas de feu. Donc, c'est vraiment un outil qui est important. On le sait, là, c'est un moyen de détection qui est passif, qui demeure sur place. Et puis, si jamais il y a un début d'incendie, qu'on soit à l'extérieur, à l'intérieur, qu'on soit en train de dormir, bien, on a au moins minimalement quelque chose qui nous dit « Hey, il y a quelque chose qui se passe dans la maison, il faut que tu ailles vérifier, il faut aller voir ce qui se passe. » C'est pour ça que les services d'incendie, on souhaite vraiment mettre de l'emphase sur la vérification de l'avertisseur de fumée. Une des raisons qui sont très importantes, c'est que le feu, on n'a pas conscience là, que ça va vite. Ça va excessivement vite dans un bâtiment. Et malheureusement, les gens qui ont déjà passé au feu pour les avoir côtoyés, souvent ce qu'ils nous disent, c'est « Mais mon Dieu, je pensais pas que ça allait si vite que ça. Je pensais pas que ça serait si vite que ça, le feu serait pris dans une bonne partie de ma maison. » Donc, cet avertisseur de fumée-là, il est là pour faire une détection rapide, pour dire aux gens, c'est le temps de sortir. Là. Prenez pas de chance. C'est vraiment l'idée. On va mettre un peu de fumée artificielle pour le faire sonner. Vous n'êtes pas relié à une centrale? Non. Non? Parfait. On va juste vérifier qu'il fonctionne bien. On a-tu vu la date dessus? Dans le foyer électrique. 2031. Ouais. OK, bon, je suis en 2031. C'est long un peu. Ah, il est parti. C'est bon. Fire firm. Hush mode activated. Mode hush activé. Hush mode cancelled. Mode hush annulé. Parfait. Fait que le test a bien fonctionné. Ils sont électriques Oui. et à pile, OK. Puis on a entendu celui au deuxième étage, Ouais. qui sont reliés Ils sont ensemble. interreliés. Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient installés dans les maisons plus récentes. Vu qu'on est au niveau du sous-sol, le panneau électrique doit peut-être se trouver ici aussi. Ou c'est plus... Il est dans le garage. Dans le garage, OK. On pourra aller vérifier ça après. C'est de la fumée artificielle. Ça sert à tester les avertisseurs de fumée. Mais comment ça marche? Est-ce que si la personne, après combien de temps on doit appeler les pompiers, ou après combien de temps on peut dire « Oh oui, c'est une alerte, il y a un incendie chez moi ». Bien, écoutez, c'est exemple dépendamment du contexte dans la journée. Là. Si on est en train de travailler dans la maison, on est en train de faire de la cuisine, on est en train de dormir, on comprend que le réflexe des gens, le laps de temps sera un petit peu différent. L'idée première, c'est que si on est des personnes adultes et orientées, lorsqu'on va entendre l'avertisseur de fumée à domicile, le premier réflexe, c'est de dire « Bon, je dois minimalement m'assurer où est-ce qu'ils sont mes gens. Bon, est-ce que ma famille proche, des parents qui sont aînés, qui demeurent sur place, les enfants sont là. Bon, mais c'est le premier signe rapide qu'il faut faire. Puis par après, ce qu'on doit faire, c'est bon, est-ce qu'on fait une vérification rapide? Si on ne voit rien, on sort les gens, on appelle le 911. C'est dans cette étape-là qu'on va le faire. Là. Il y a beaucoup de contextes, mais généralement, je vous dirais, le plus important, si l'avertisseur de fumée sonne, le premier réflexe à avoir, c'est de sortir à l'extérieur. On s'assure que tous les gens demeurent à l'extérieur du bâtiment. Et par la suite, si les conditions le permettent, on va aller valider si effectivement que c'est un feu qui est fondé ou non. Dans le sens que est-ce qu'il y a de la fumée qui est présente ou non. Et dans le doute, ce qu'on demande aux gens, c'est d'appeler le 911 pour par la suite appeler le service d'incendie. Est-ce que vous avez trouvé que beaucoup de gens enlèvent les batteries des avertisseurs d'incendie? Écoutez, on est en train de construire notre banque de statistiques, là, je vous dirais, là, pour le service d'incendie d'une façon très robuste là, pour avoir travaillé depuis plusieurs années dans le domaine. Malheureusement, c'est encore le cas. Effectivement. On va trouver encore des batteries qui sont absentes de l'avertisseur de fumée. On va trouver également des avertisseurs de fumée qui devaient être au plafond et qui sont décrochés tout simplement pour être déposés sur un bureau. Pourquoi? Parce qu'ils ont sonné possiblement d'une façon inutile et l'erreur étant humaine, on l'oublie, on ne se rappelle pas qu'il est présent sur place et on oublie de le remettre en fonction. Ça doit être 2031 lui aussi. Hein? Parce que les avertisseurs de fumée sont bons 10 ans, selon les recommandations des fabricants. À chaque 10 ans, il faut les changer. Il est en train de faire sa détection. C'est bon. On est assez grand? Oui, peut-être. Non, ça va prendre un petit banc parce qu'on n'est pas assez grand.
Ah, il est correct. Il a arrêté. C'est bon. Il était juste en test. Puis souvent, ils parlent comme ça parce qu'on a des avertisseurs qui sont combinés. Fumée, monoxyde de carbone. Fait que dépendamment c'est quoi la détection qui se fait, ils nous avisent de qu'est-ce qui sonne en réalité. Ouais. Prochaine étape dans notre questionnaire. Notre appareil de chauffage principal, c'est Électrique. électrique. Puis on a un foyer aussi au bois. OK. Dans un cas comme ça, si les avertisseurs ne sont pas combinés, fumée, monoxyde, ça serait important d'avoir un monoxyde de carbone. Oui. Parce que le monoxyde, il est inodore, incolore. C'est une mauvaise combustion qui crée ça. Puis quand on s'intoxique au monoxyde, on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas les premiers symptômes, qui ressemblent beaucoup à une indigestion. Fait que du moment qu'on a ces symptômes-là, habituellement, l'idée qu'on a, c'est d'aller s'étendre un peu pour se reposer. Puis s'il y a trop de monoxyde dans l'air, bien là, on continue de s'intoxiquer et on ne se réveille pas. Fait que ça serait bien d'avoir ça. Peut-être que ça l'est, puis je... Oui, peut-être qu'ils sont combinés, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il faudrait peut-être en décrocher un, justement. On peut-tu reprendre le petit banc? On pourrait vérifier tout de suite. Oui. Ionisation, fumée, monoxyde de carbone. Bon, Fait que vous on n'en va avez pas besoin. reprendre, Ils sont corrects. Puis vous voyez ici, ionisation. Ça dit dans le fond, c'est le type de détection qui se fait. Parce qu'au niveau de la fumée, on a deux types de détection, ionisation et photoélectrique. Le photoélectrique est un petit peu moins sensible. Justement, on est proche de la cuisine, quand on se fait des toasts, ça peut partir pour rien. Fait que quand ça arrive trop souvent, on le change pour un photoélectrique. OK. C'est ça l'idéal dans ce temps-là. Je vais vous le réinstaller. On va parler des statistiques. Bon, quelles statistiques vous avez trouvées des années passées sur cette situation? Parce que oui, c'est important que les gens sachent qu'il y a un risque si on décroche l'avertisseur d'incendie. Oui, bien écoutez, les dernières statistiques du ministère de la Sécurité publique, il y avait plus ou moins 13 500, 13 600 bâtiments, je vous dirais même, qui étaient incendiés. Et sur les 13 600, je vous dirais qu'environ 36 % étaient couverts par un avertisseur de fumée fonctionnel et 23 % de ces bâtiments-là n'avaient tout simplement pas. Fait qu'écoutez, c'est considérable. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que, dans l'exemple, dans les 23 % de tous ces bâtiments-là qui n'avaient pas d'avertisseur de fumée, il n'y avait pas un moyen de détection à l'intérieur qui pouvait dire hey, « Excuse-moi, là, mais il faut que tu sortes. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. » Il n'y a personne qui va venir agir dans ce cas-là. Fait que c'est significatif. Et puis, cette minute, ce 30 secondes, ce 1 minute et demie là, qui sont des secondes précieuses qui nous permettent d'évacuation, bien, des fois, on ne l'a pas. Et à cause de cette situation-là, on peut rester trappé et coincé dans notre bâtiment, à la merci des flammes et de la fumée. Et on est coincé à l'intérieur en attendant les secours. Il y a une situation qui, bon, on parle avec les gens, il dit les avertisseurs des fois sont tout le temps. Même si on cuisine en journée, si on fait le dîner, si on fait les... Ils sont tout le temps. Ça dérange. Quel système sera l'approprié ou comment est-ce qu'on peut gérer cette situation pour ne pas enlever la batterie à la femme parce que c'est un peu stressant qu'ils sont tout le temps? Bien, voyez-vous, c'est justement le type de questions qu'on aborde quand on fait nos visites pour éduquer les gens, leur expliquer, c'est notre domaine, on comprend on maîtrise bien notre situation, on maîtrise bien notre domaine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir les gens sur place. Souvent, ce type de commentaire-là revient. Et il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Premièrement, un des premiers, c'est le type d'avertisseur de fumée que vous avez à votre domicile ou dans votre logement. Pourquoi? Parce que sur le boîtier, si on le regarde, il va souvent avoir des indications. Il va avoir la lettre I, qui veut dire ionisation, comme type de détection au niveau de l'avertisseur de fumée. Il va avoir également un P sur d'autres types d'avertisseurs qui sont dits de type photoélectrique. Bon, dans un premier cas, l'ionisation, souvent, est un avertisseur de fumée qui est meilleur marché, qui coûte moins cher, mais qui est beaucoup plus sensible.
Donc, la fumée de toast, la légère fumée de cuisson, la vapeur d'eau de la salle de bain, des fois, une poussière légère pourrait même le faire déclencher. Il va se mettre à sonner dans le bâtiment et on appelle ça une alarme non fondée. C'est une alarme intempestive. C'est celle qui dérange les gens qui n'ont pas raison d'être. Alors que si on se dirige vers l'avertisseur de fumée qui est de photoélectrique, mais ça va prendre vraiment des grosses particules de fumée pour le faire détecter, pour qu'il rentre en fonction. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un feu, mais il y a une marge beaucoup plus grande entre la grosse fumée. Là, quand cet avertisseur de fumée-là sonne, bien, généralement, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à vérifier. L'accueil est tout le temps bien dans les maisons. Les gens sont contents de nous voir arriver. Même des fois, il y a des citoyens qui nous demandent quand est-ce qu'on va passer dans leur quartier pour faire les visites de prévention. C'est très rare les refus. Ça peut arriver à l'occasion. Souvent, c'est plus parce que c'est un mauvais moment. Mais souvent, on resédule le rendez-vous avec ces gens-là, puis on repasse quand ça leur adonne le mieux. Et bon, quels autres sujets vous allez traiter dans les visites dans les différentes maisons de la région? Lorsqu'on se déplace, généralement, on va venir parler principalement de l'avertisseur de fumée, qui est vraiment une de nos priorités. Et également, on va porter attention à savoir si un avertisseur de monoxyde de carbone est nécessaire dans le bâtiment. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un élément qui fait en sorte qu'il y ait de besoin. Donc, tout système qui produit de la combustion, que ce soit un chauffage au propane, un chauffage au gaz naturel, un chauffage au bois, au mazout. Lorsqu'on a généralement ces types de situations-là, un garage attenant après la maison, on va recommander fortement le monoxyde de carbone, qui est vraiment un beau complément à l'avertisseur de fumée pour une protection à domicile. Fait que ce sont un des éléments qu'on va venir vérifier. Puis par la suite, on va aller s'assurer de la conformité au niveau de l'installation électrique. Est-ce que les panneaux électriques sont dégagés? Est-ce qu'il y a une utilisation excessive des cordons prolongateurs, donc des rallonges au sol? On va venir regarder, est-ce qu'il y a des éléments particuliers dans le bâtiment? Puis le but, c'est pas de jouer au détective, hein, ça frappe aux yeux. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments particuliers qui font en sorte que, ici, il y a un risque d'incendie à corriger? Dans ce moment-là, on va l'adresser et on va également venir apporter une dimension au niveau de la trousse 72 heures. Donc, c'est un élément qui appartient plus à la sécurité civile, qui est très intimement lié avec les services d'incendie. Donc, c'est donc dire, advenant qu'il y a un sinistre qui est un petit peu plus majeur dans la municipalité, on peut penser ici principalement à une interruption de courant prolongée. Bon, l'hiver, où est-ce que ça pourrait nécessiter certains enjeux. Est-ce que vous avez des rations nécessaires? Avez-vous de l'eau? Avez-vous des couvertures? Avez-vous des moyens pour vous éclairer? Donc, quels sont les outils que vous avez besoin en place pendant les 72 premières heures d'un début de sinistre pour être capable de fonctionner seul, sans l'apport de la municipalité, pour qu'il y ait une mobilisation qui soit en place et que par la suite, il soit capable d'être pris en charge par la municipalité. Fait que c'est vraiment l'idée. Chose importante en passant, c'est bien qu'il y ait des pentures à ressort. Vu qu'on a un garage attaché, il faut que la porte se referme tout le temps tout seul. Fait que... Non, c'est correct. C'est correct? Fait que genre panneau disjoncteur, il dégage aucune chaleur, il est dégagé. Fait qu'on est correct à ce niveau-là aussi. Ça, c'est parfait. On vient vérifier qu'il n'y ait pas de chaleur extrême qui se dégage au niveau du panneau. Quand il y a trop de chaleur, c'est probablement parce qu'un disjoncteur est en défaut. Puis ça peut être dangereux. Fait que si on sent une chaleur qui n'est pas normale, bien, on demande à remplacer le disjoncteur qui dégage cette chaleur-là. Des fois, c'est juste les fils qui sont un peu sont lousses un peu à l'intérieur. Fait qu'à ce niveau-là, il faut resserrer les fils ou changer l'appareil qui est défectueux. Vous ne faites pas, Monsieur Demer, un avertissement aux gens pour aller chez eux. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez et la personne a enlevé la batterie ou a débranché l'avertisseur d'incendie? Est-ce qu'il y a des amendes pour les gens? Ben, écoutez, l'appareil municipal fait en sorte que ultimement, il pourrait toujours en avoir dans différents dossiers de conformité au niveau de la réglementation incendie, qu'elle soit incendie ou que ce soit dans un autre domaine. L'objectif là, du service d'incendie, c'est pas nécessairement d'être répressif avec les gens. L'objectif, c'est d'éduquer les gens, puis ce qu'on souhaite vraiment de tout cœur, c'est qu'il y ait un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. C'est vraiment ça l'objectif, là. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui. Est-ce que c'est intéressant comme moyen pour y parvenir? La réponse, c'est non, bien sûr. Okay. Parce que c'est plate pour le citoyen et pour le service d'incendie d'émettre des amendes, c'est sûr.
Oui. Et combien de temps peut durer une visite? Je vous dirais que généralement, dépendamment des questions que les gens abordent, la profondeur des questions, on va parler des visites qui vont avoisiner entre 15 minutes et 30 minutes, dépendamment de l'inspection et des questions qui sont à poser. Puis est-ce qu'on reçoit une copie aussi du rapport d'inspection? Non, nous, c'est juste entrer dans le système, c'est conforme, il n'y a pas de problème. S'il y avait quelque chose qui était non conforme, on aurait recommuniqué avec vous pour faire un suivi. Mais quand tout est conforme, tout va bien, il n'y a pas de problème. L'idéal, c'est de nous voir le moins souvent possible. Oui, effectivement. On vous apprécie sur le territoire, par contre, pas quand vous venez pour faire l'intervention chez nous. Exactement. C'est pour ça qu'on fait de la prévention, ça évite des interventions. Bon, ben merci beaucoup de votre temps. Merci. Bonne fin de journée. Vous À la aussi. prochaine. Alors, quel est l'objectif à la fin de cette tournée? Combien de maisons vous allez visiter par jour ou par mois? On n'a pas nécessairement un objectif, je vous dirais, par jour ou par mois. L'objectif, au niveau des services d'incendie, c'est toujours un objectif qui est annuel. Donc, dans le cas du service d'incendie, on a à visiter cette année 1840 portes. C'est vraiment l'objectif à atteindre et ça sera comme ça d'année en année. Donc, au fur et à mesure que les municipalités, il va y avoir des logements, des blocs appartements qui vont se créer, des maisons résidentielles qui vont augmenter, la construction de condos, bien, on va comprendre que notre 1840 portes va augmenter graduellement d'année en année. Fait que c'est vraiment ça la cible à atteindre. Par contre, comme service d'incendie, on préfère la plage de temps, je vous dirais, de juin à aller jusqu'à août, septembre, octobre à peu près pour inspecter. Alors, pourquoi? Parce que c'est une belle plage de temps pour aller rencontrer les gens. Souvent, il n'y a pas de neige, on évite de salir la maison, il y a un petit peu moins de pluie, fait que ça nous permet, c'est plus intéressant pour tout le monde dans cette plage de temps d'aller voir les gens. Et combien de pompiers vont faire ces tournées? Cette année, il va y avoir 5 pompiers en rotation. Je vous dirais, ils ne sont pas systématiquement en même temps, mais comme ce sont des pompiers qui sont, qu'on dit ici, à temps partiel, donc qui ont un emploi principal et qui font exercer également le métier de pompier, mais on s'assure de les utiliser en fonction de leur disponibilité. Donc, s'il y en a qui sont disponibles de jour, pour certaines situations, on va les emprunter. S'il y en a qui c'est la fin de semaine, on va les emprunter également. Donc, c'est pour ça que c'est 5 en rotation. Il peut en avoir 3 en même temps, il peut en avoir un seul, comme 0 des fois, dépendamment des journées. Mais l'objectif, c'est de vraiment couvrir l'ensemble de nos portes. Vous allez aussi faire un récolté, on dit, des données pour les 911. Oui. De quoi il s'agit? Bien, écoutez, c'est qu'on est en train de revoir, comme je vous mentionnais, là, nos systèmes, la façon de travailler. Puis l'objectif, c'est de ne pas alourdir la cueillette de données du service d'incendie et puis de bonifier nos services auprès de la population. Donc, l'idée à l'intérieur de cette visite-là, c'est d'aller collecter des données qui vont nous servir en cas d'opération. Ça veut dire, avant qu'il y ait un feu qui ait débuté dans la maison, on va venir chercher en plus certaines informations si les citoyens veulent bien nous les donner, donc les téléphones, les courriels pour être capable de communiquer plus facilement. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va aller chercher également, on va aller collecter les matières dangereuses présentes au niveau du bâtiment et on va aller collecter également l'information à savoir est-ce que des personnes dans le bâtiment nécessitent de l'aide particulière en cas d'évacuation. Donc, exemple, une personne qui aurait un trouble auditif, une personne qui serait muette, qui serait aveugle, une personne qui serait en chaise roulante. On va aller chercher cet ensemble, cette information-là. Pourquoi? Parce qu'en migrant vers un ensemble de travail numérique, ça nous permet que cette information-là qu'on collecte à la porte du citoyen se transpose directement en quelques clics auprès du 911. Avant un appel à une adresse donnée, ils vont dire « Prenez note » que, exemple, il y a du propane à l'arrière du bâtiment et qu'il y a une personne malentendante au bâtiment. Fait que ce que ça nous permet de faire comme service d'incendie, comme pompier, lorsqu'on se dirige sur les lieux de l'intervention, ça nous permet déjà d'avoir une réflexion opération. Oups, on sait déjà comme un train qui va avoir du propane au niveau de l'opération. On sait également qu'avant qu'il y ait un incendie qui soit fondé sur place, lorsqu'on arrive, possiblement qu'on pourrait avoir une personne, exemple, qui serait malentendante, qui n'a peut-être pas entendu l'alarme, qui est peut-être en chaise roulante, et là, on doit intervenir d'une façon différente ou plus rapide par rapport à l'intervention pour s'assurer d'aller cibler cette personne-là. Monsieur Demers, mais si on parle aussi des erreurs humaines, quelle est l'erreur humaine plus courante qui arrive chez les gens?
Écoutez, les statistiques actuellement du ministère ciblent toujours depuis plusieurs années la cuisine comme étant l'endroit de prédilection pour un début d'incendie, malheureusement. Je vous dirais que c'est vraiment l'erreur, la distraction humaine, l'oubli. C'est vraiment l'endroit, la cuisine qui débute le plus d'incendies auprès des bâtiments résidentiels. Mais c'est quoi? C'est d'oublier de fermer la poêle ou c'est quoi? Encore là, ça peut être différentes choses. Tu sais, souvent, l'erreur humaine, souvent, est au cœur, je vous dirais, du début de l'incendie. Il arrive d'autres types de situations, mais c'est une proportion importante des débuts d'incendie. Fait que quand on parle de cuisine, ça peut être exemple, on est en train de faire à manger, on fait de la cuisine, oups, on reçoit un téléphone important qui nous immerge dans une conversation. On va quitter notre place de cuisine, on se déporte à l'extérieur pour commencer à parler au téléphone. On oublie qu'on fait de la cuisine et peut survenir un début d'incendie. Dans le cas d'une famille, ça peut être exemple, on est en train de faire à manger, on le sait avec une petite famille, avec le roulant de vie, oups, un enfant se blesse à l'extérieur. Bon, fait que s'il se blesse à l'extérieur, on va quitter la cuisine. Ça peut être également de la cuisson. Hein? On évite autant que possible ou on proscrit même la cuisson dans l'huile directe. Hein? On recommande toujours une friteuse homologuée à cet effet. Pourquoi? Parce que l'huile, si elle chauffe trop, elle peut prendre une température qui fait en sorte qu'elle s'allume elle-même et là, va faire en sorte encore que le début d'incendie survienne. Fait que c'est vraiment des éléments qui font en sorte que c'est vraiment un endroit où est-ce que le feu débute beaucoup. Dans cette maison-là, ici, tout était correct, tout était normal. Les avertisseurs de fumée étaient fonctionnels. Le panneau électrique était bien dégagé. Il n'y avait absolument rien d'anormal ici là, au niveau de la prévention incendie. Mais pour nous, comme citoyens, c'est important que ce type de vérification-là soit fait sur une base régulière. Ça nous permet de voir des choses que peut-être que nous, on n'aurait pas pensé examiner ou vérifier dans nos maisons. Et est-ce que le pourcentage d'incendie augmente dans l'été? Écoutez, j'ai pas encore les statistiques. Là. On a fait des statistiques annuelles à savoir un peu quels sont les types d'interventions qui surviennent le plus sur, exemple, un terme de 5 ans. On n'a pas encore foré le fait à savoir est-ce qu'il y a un mois où est-ce que là, on a plus d'appels que d'autres par rapport au début d'incendie. Là. Je vous dirais qu'on a une belle expansion cette année, le service d'incendie avec le regroupement. On a les élus, l'organisation a souhaité investir davantage en prévention, ont renforcé un poste supplémentaire, qui est d'ailleurs le mien. Fait qu'on est maintenant rendu avec une équipe de 2 préventionnistes et un chef à la prévention. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, justement, ça va être d'aller chercher ces types d'éléments-là pour dire, bon, OK, est-ce que, exemple, l'été, il y a plus d'incendies, exemple, extérieurs ou de bâtiments ou qui débutent quelque part. Ça va nous permettre d'adapter nos communications, d'aller renseigner davantage les gens puis cibler nos communications aussi. Pour dire, bon, écoutez, là, pour le mois de juin, juillet, août, voici qu'est-ce qui met le feu. À l'automne, c'était l'endroit. Et c'est ce qu'on va se permettre de faire. Et on est tout en train de mettre ça en place. Donc, je vous dirais, pour l'année prochaine, 2025, on va essayer de s'assurer d'avoir ces données-là qui vont être plus robustes pour réadapter notre communication auprès des citoyens. Bon, et pour terminer, quelles sont les recommandations, monsieur Demers, par rapport à éviter les incendies chez nous? Il y en a beaucoup. Non, je vous blague. Mais l'idée là-dedans, c'est toujours de faire attention, de prendre le coup d'avance, puis c'est de prévenir. Hein, on sait qu'une situation, exemple, ça fait longtemps qu'il y a un sursaut de lumière à domicile, on ne comprend pas pourquoi, on a des disjoncteurs qui sautent de façon régulière, on les remet en fonction. Et c'est pas une fois généralement qui va faire un début d'incendie. C'est la répétition et la durée dans le temps qui peut occasionner ces types de situations-là. Mais je vous dirais, c'est lorsqu'on a des éléments d'entretien à la maison, il faut s'assurer de les faire. Mais d'abord et avant tout, l'idée première, c'est vraiment de s'assurer d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison, qui est vraiment un élément de protection majeur. Et je vous dirais, c'est de faire attention à nos habitudes de vie parce que souvent, c'est là que le bas blesse. C'est vraiment l'erreur humaine qui va faire en sorte qu'il y ait un début d'incendie. Donc, si on a un party un peu plus arrosé entre amis, on est en faculté affaiblie, on évite de faire à manger en même temps. On n'essaie pas on s'assure qu'il n'y ait pas des conditions pour qu'un début d'incendie gagne. C'est vraiment ça qui est important. Bien, je n'étais pas certaine si mon détecteur contenait le monoxyde de carbone ou
Puis finalement, il était inclus. Donc, ça m'a permis là, de savoir ça, d'être certaine que je l'avais, là, parce que c'est plus mon conjoint, par exemple, qui va s'occuper de ces choses-là. Mais c'est aussi important pour moi de le savoir que lui, finalement. Vous avez déjà commencé les visites. Quel est le bilan de cette semaine par rapport à l'avertisseur d'incendie? Ben, écoutez, on a déjà parcouru quelques rapports là, des pompiers présents sur place et malheureusement, je dois être obligé de vous dire qu'il y a déjà plusieurs endroits, des appartements, des maisons, qu'il y a certains étages que les avertisseurs de fumée ils sont absents, soit que l'emplacement n'est pas adéquat ou que simplement la batterie a été retirée et non fonctionnelle. Fait que malheureusement, c'est déjà le cas. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de donner tous les éléments nécessaires puis de ramener les gens à la conformité. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est l'élément de sécurité le plus important. Et l'autre élément important là-dedans, c'est qu'advenant un début d'incendie à domicile, on ne le souhaite pas chez vous, mais prenons exemple qu'il y a un début d'incendie à votre domicile. L'avertisseur de fumée, lorsqu'il fait son travail, vous alerte. Vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver à l'extérieur de votre bâtiment lorsque les pompiers vont arriver. Et à ce moment-là, la mécanique de travail sur le terrain, c'est toujours les mêmes priorités. On veut sauver les gens en premier et après, on s'occupe du bâtiment, bien sûr. Donc, si vous êtes à l'extérieur, lorsqu'on arrive, vous nous confirmez qu'il n'y a personne à l'intérieur du bâtiment, exemple que soit des animaux demeurent présents ou non, bien, ça va nous permettre d'ajuster nos stratégies au niveau des pompiers sur le terrain. Fait qu'au lieu de prendre beaucoup de pompiers pour aller vous chercher, s'assurer que le bâtiment est évacué complètement, on va pouvoir déjà se mettre à combattre l'incendie sur le bâtiment et on a beaucoup plus de chances de le sauver à ce moment-là. Fait que donc, c'est pas juste le bâtiment, c'est les souvenirs, c'est les photos à l'intérieur, c'est tous ces éléments-là qui, dans le sens que vous êtes à l'extérieur, c'est une chose, mais après ça, vous donnez des chances de sauver les remplaçables. Et dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a un prix, il y a un coût pour la personne qui, peut-être dans la maison, on a besoin de changer les avertisseurs d'incendie. Est-ce que ça va coûter aux gens ou est-ce que c'est l'équipe de la sécurité incendie qui va donner l'appareil pour l'avertisseur d'incendie? Ah, OK. Ben, c'est une très bonne question. Écoutez, je vous dirais que l'objectif d'incendie, c'est de s'assurer qu'il y en a un par étage. La responsabilité du remplacement de l'avertisseur de fumée ou son achat appartient au propriétaire ou, dans certains cas, au locataire des lieux. Mais c'est vraiment aux citoyens, après ça, de faire la démarche pour aller à la quincaillerie de son choix pour aller acheter un avertisseur de fumée ou d'acheter la pile pour le remplacement. Fait que c'est vraiment la responsabilité du citoyen. Et autant que possible, on va venir privilégier un avertisseur de fumée, je le répète, photoélectrique. Fait que soit qu'il va avoir un P sur le boîtier ou il va être indiqué sur l'emballage « Réduire les alarmes nuisibles ». Fait que déjà là, on vient déjà de se donner une bonne chance que ça ne sonne pas pour rien. Deuxième élément important, maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Il va y avoir des avertisseurs de fumée qu'on appelle avec une batterie celle à l'intérieur, bon pour 10 ans. Fait que ce que ça va nous permettre de faire, ça va éviter la batterie, elle est celle à l'intérieur, on ne peut plus la retirer. Donc, le coût d'achat est un petit peu plus élevé en partant et on ne soucie plus de remplacer la batterie pour les 10 années à venir. On a uniquement à le vérifier au changement d'heure. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, on privilégie réduire les alarmes nuisibles avec un détecteur de 10 ans. Et s'il y a des questions, où est-ce que les gens peuvent s'adresser, où est-ce que les gens peuvent appeler pour demander des choses? Ben, pour les renseignements, on va les faire converger vers notre numéro de téléphone au niveau de la MRC de l'érable. C'est vraiment là qu'ils vont appeler. Et je vous dirais que dépendamment des situations, ça va être soit les préventionnistes, moi-même, ou l'adjointe de direction qui va vous répondre là, essentiellement en prévention. Dépendamment des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis également, là, vous pouvez nous rejoindre par courriel aussi également. Ça n'est vraiment pas un souci. Parfait. Monsieur Demers, merci beaucoup. C'est un sujet très important, très intéressant. Merci beaucoup pour toute l'information. Ben, ça fait plaisir. Jusqu'ici, notre émission Érable approfondie. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org et également sur notre chaîne en YouTube comme TVCE, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!